La vie au front. Face à l'échec de la victoire rapide, il est nécessaire pour les pays en guerre de s'adapter. La guerre devient alors totale, c'est-à-dire que l'ensemble des ressources humaines, militaires mais aussi civiles, ainsi que du potentiel économique et productif, est mobilisé pour faire la guerre. Cette mobilisation générale de la société est une nouveauté. La guerre des tranchées est aussi appelée guerre de position. Elle dure jusqu'au printemps 1918. C'est une guerre d'un type nouveau, le camouflage prévaut et il faut adapter les armes. Ainsi, la cavalerie devient inutile. On invente l'aviation militaire, les chars, le lance-flammes, la mitrailleuse, les gaz asphyxiants. On améliore les balles. La révolution industrielle a offert des moyens de destruction d'une puissance inconnue jusqu'alors. Et les soldats se sentent impuissants. L'affrontement est complètement dépersonnalisé. On ne sait pas qui l'on tue et on ne sait pas non plus qui peut vous tuer. La guerre est longue, il n'y a aucune trêve ni suspension des combats, soit pour cause de problèmes climatiques, soit du fait de la nécessité de refaire ses forces ou encore pour des considérations morales ou religieuses. Les batailles sont de plus en plus longues. Ainsi, la bataille de la Somme en 1916 dure plus de 4 mois et celle de Verdun la même année dure 10 mois. Cela produit une certaine accoutumance à la violence. La propagande de guerre encourage cette spirale de la violence et le soldat apprend à vivre avec l'omniprésence de la mort. On comptabilise ainsi environ 900 morts par jour sur le front français. La blessure aussi est omniprésente, puisque pour un mort, il y a environ 3 à 4 blessés. Les historiens parlent donc de brutalisation des comportements. On peut maintenant se demander comment des millions d'hommes ont pu endurer puis assumer cette violence nouvelle. Tout d'abord, à l'intérieur de chaque régiment, vont se former des petits groupes qui suscitent chez le soldat un sentiment d'appartenance et un esprit de solidarité. Le soldat va partager avec ses compagnons la nourriture. Ils vont s'entraider en cas de blessure. Et puis, il y a le sentiment de défense. Le soldat sent qu'il est nécessaire de protéger sa famille à l'arrière contre l'invasion. L'adversaire est représenté comme un barbare. Mais l'état-major doit faire face au problème du remplacement des pertes. Il fait donc appel aux exemptés, ainsi qu'aux populations des colonies. La préoccupation principale de l'état-major est de recréer la guerre de mouvement. Et l'année 1915 est marquée par la volonté du général Joffre d'obtenir la rupture du front adverse. L'année 1917 marque un tournant, notamment à partir d'avril avec l'échec de l'offensive au chemin des Dames. Les soldats n'acceptent plus d'être massacrés pour rien, ils sont profondément lassés par la guerre. Entre mai et juin 1917 éclatent des mutineries, c'est-à-dire des révoltes de soldats. Pétain arrive alors à la tête de l'état-major. Il est conscient qu'on ne peut plus puiser indéfiniment dans les ressources humaines de la France. D'ailleurs, une de ses phrases célèbres est la suivante : « J'attends les chars et les Américains ». Effectivement, en juillet 1918, pour la première fois, on va utiliser les chars légers Renault. Et en même temps, les soldats américains arrivent sur le front européen. La guerre de mouvement peut ainsi reprendre.